Alors, bon matin. Aujourd'hui, 28 novembre. Je me retrouve seul dans ma chambre à New York City. Ce matin, je m'adresse à ma famille, à mes amis, aux gens proches de moi qui me connaissent, que j'ai vu dernièrement ou que même que j'ai vu il y a longtemps. Il y a longtemps, peut-être il y a plus que quelques mois ou même quelques années, plus qu'une année, je sais pas. Puis, ça se pourrait même que vous partagiez la vidéo, si ça fait du sens pour vous, si vous avez le goût de partager à des gens proches de vous. Donc, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est simplement une sorte de réflexion sur l'authenticité, puis sur vivre sa propre vérité, si je peux dire. En particulier au niveau émotionnel. Disons que c'est une dimension qui m'intéresse de la vérité, parce qu'on peut souvent penser à la vérité comme étant quelque chose de vrai au niveau scientifique, on pourrait dire, un fait véritable, ou par exemple quelque chose de vrai plutôt peut-être d'un point de vue rationnel, philosophique, on pourrait dire même d'un point de vue moral. La science, la morale, la raison. Il y a des vases communicants, puis en même temps, c'est comme différentes formes de phénomènes de vérité. Puis, ce matin, la manière que j'ai le goût d'aborder le sujet, en fait, c'est de faire une sorte de petite improvisation vidéo avec musique, nanana. C'est ça que j'explore depuis un petit moment déjà. Ça doit faire depuis le mois de novembre, en fait. Donc, depuis un peu moins d'un mois que j'ai commencé à faire des vidéos comme ça. Entre autres parce que, justement, j'ai décidé d'aller à New York, de partir en voyage, si je peux dire. Puis là, je me permets de porter une tenue de voyage. Donc, pour le bien de la conversation, je vais mettre un petit peu de musique avec moi pour m'accompagner. De la musique que j'aime. Parce que ça m'inspire, parce que ça me touche. Puis justement, aujourd'hui, entre autres, en lien avec le thème de la vérité intérieure, si je peux dire, parce que c'est celle-là à laquelle je m'adresse aujourd'hui. On peut imaginer qu'elle est ici, entre mes mains, à l'intérieur de moi-même, quelque part dans mon ventre, dans mon cœur, au niveau de mon diaphragme. La vérité intérieure, c'est quelque chose qui circule. Puis c'est même possible pour la vérité intérieure d'être séparée, d'être divisée. Dans une certaine partie de soi-même, on se sent d'une certaine manière. Il y a une vérité qui s'exprime. Dans une autre partie de soi-même, une autre vérité. Puis on sait que c'est pas si facile que ça de regarder quelqu'un dans les yeux, puis d'être vrai avec quelqu'une, pendant qu'on est vrai avec soi-même. On le sait, c'est pas si facile. Juste de nommer ça, ça se peut que ça soit intimidant, ça se peut que ça donne le goût de pleurer, imagine. Non? Ah! Je sais, c'est qui les hypersensibles proches de moi qui pourraient pleurer juste d'entendre ça. De la même manière, j'en connais d'autres qui pleureraient jamais en entendant ça. À croire je suis même pas sûr s'ils se connaissent eux-mêmes. Dans le sens de leur vérité très profonde, intérieure. Down there, deep down, in the subconscious. Donc aujourd'hui, je continue un peu freestyle comme ça. Je vais commencer à augmenter la musique. Je me propose de faire une sorte de poésie musicale. Aussi à propos d'un des sujets qui m'intéresse le plus, soit celui des masques. Mais bien sûr,
Je parle pas des masses de procédures. On en a assez parlé. Moi, les masques, je m'intéressais avant ça, avant 2020, non? Je m'intéressais beaucoup aux masques. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le théâtre, non? Les masques, justement, qui permettent de cacher la vérité intérieure ou de la transformer, de jouer à un jeu, de jouer à un personnage. Parce que d'après mon apprentissage, d'après mon expérience, mais moi-même, sans m'en rendre compte, j'ai porté des masques à différents moments de ma vie. Et sur ce, j'enlève ma casquette qui me protège du soleil quand il fait trop chaud. Quand le soleil me brûle, je porte ma casquette pour me protéger. Si j'avais été brûlé de manière successive pendant plusieurs journées, plusieurs semaines, ça se pourrait que je sois plus capable d'enlever ma casquette en fait parce que j'aurais trop peur d'être brûlé. Ah! Un petit rayon de soleil, on met son parapluie pour se protéger. On met sa casquette. Vous aurez compris que c'était une ironie. On va pas mettre un parapluie pour se cacher du soleil. Mais non, on va le prendre pour la pluie. Puis en même temps, ben effectivement, un parapluie peut devenir un parasol à tout moment. Non? Parasol. Nos lunettes. Les lunettes derrière lesquelles mon père s'est caché. Papa, tu peux pas te sauver. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que mon père s'est caché derrière ses lunettes? Bonne question. Moi, je me cache. Donc, peut-être que je projette que mon père se cache. Peut-être qu'il n'y a rien à cacher. Peut-être qu'il ne sent pas qu'il se cache de lui-même. En fait, j'en ai aucune idée. Mais je lui ai déjà quand même posé la question, d'une certaine manière, est-ce que des questions existentielles, qu'est-ce que tu penses, papa, comment tu te sens, Le genre de réponse que je reçois, c'est surtout, ça dépend. Aujourd'hui, ça a peut-être bougé, ça a peut-être changé. Mais disons, il y a une dizaine d'années, si j'aurais posé une question existentielle à mon père, papa, je m'adresse à toi, tu me diras si je me trompe. Mon père m'aurait répondu, moi je pense pas trop à ces choses-là. Les questions existentielles, j'évite d'y penser, tu sais. C'est pas ces mots, c'est les miens, mais ça ressemblerait à ça. Et moi, mais je suis le fils de qui pour me poser autant de questions sur mon existence et sur la vérité? Bonne question. Ben, je suis peut-être le fils de l'inconscient de mon père, de son subconscient, je sais pas. Aïe! Mais pour moi, aller down there, voir qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon corps séparé, pour retrouver le lien avec ma bio-unicité, l'unicité de l'expérience de tout mon corps, mon unité biologique, de ce que je ressens, les sensations physiques, sensations émotionnelles, les pensées, ma volonté, la volonté de différentes parties de moi-même, parce que c'est évident, Renaud a une volonté, mais oui, quand sa volonté est très très forte, il est capable de tout. Et pourtant, parfois Renaud est divisé, une volonté séparée. Je pense quelque chose, je veux penser quelque chose. Je ressens quelque chose, je suis attaché à ce ressenti-là. J'en viens à penser que je suis l'émotion que je vis. Mais non.
Et si j'enlevais mes lunettes pour un instant? Si j'arrêtais de penser que mon père se cache derrière ses lunettes? Et si j'assumais enfin que je me cache derrière mes lunettes? Mais qu'est-ce qui se passerait si enfin je pouvais laisser les autres pénétrer mon regard pour voir la vérité de mon fort intérieur? Et là, je dis ça à un écran, à une caméra qui me filme, probablement à l'intelligence artificielle globalisée. Comment percevoir le fort intérieur de Renaud Phaneuf? Eh bien, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à votre intuition. Faites aussi confiance à votre raison. Mais surtout, n'assumez rien sans valider. Posez-moi des questions et vous saurez. Si je vous dis la vérité, je crois que vous le ressentirez. Je dis ça parce que je pense que j'ai de la difficulté à mentir. De la difficulté à mentir à moi-même, de la difficulté à mentir aux autres. Pourtant, depuis très jeune, j'ai appris à mentir, mais oui. Comme beaucoup d'entre nous, je crois. Je suspecte. Et d'ailleurs, étant donné que je parle de choses abstraites, je veux dire des choses concrètes. Je vais vous donner un exemple sur lequel je suis pas sûr si je suis capable de rassembler vraiment la vérité dans ma mémoire, mais un exemple sur lequel j'ai menti à ma mère. Parce que ça, j'imagine, c'est une des pires choses qu'on peut faire au monde pour un enfant, c'est de mentir à sa mère. Jusqu'à un certain moment, j'imagine, je n'avais jamais menti à ma mère. Mais il y a eu un moment où est-ce que ça a commencé. C'est pas ce moment-là que je vais vous conter parce que je ne me rappelle pas ça serait quand la première fois. Mais je vais vous raconter une anecdote parce que bon, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de vous cacher, c'est pas trop pire, c'est correct. Peut-être que ça va vous faire rire même, mais ça va donner de la chair à mon discours, non? Et donc, on peut s'imaginer dans la peau d'un garçon de 10 ans, peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, à l'école primaire, je sais pas. À la récréation, j'imagine, ou avant que la cloche sonne, avant d'entrer à l'école. Je suis là. Le moment où je vais mentir, c'est pas maintenant, là, c'est un petit peu plus tard, quand je reviens à la maison pour dîner avec ma mère. Et que ma mère me demande « Comment ça va, Renaud? Comment ça a été à l'école? » Je sais pas ce qui est arrivé à ce moment-là, mais j'imagine que j'ai figé. Je pense pas que je t'ai dit jamais ça, maman. Peut-être que je m'en souviens même pas. Mais bon, je pense que ce jour-là, ce que j'ai dit à ma mère, c'est... j'ai peut-être regardé mon assiette, j'ai regardé ailleurs. C'était bien. Je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dû rien dire ou dire un petit quelque chose, éviter, aller un petit peu à côté, changer de sujet, puis c'était ça. Oh, attendez un peu, j'ai quelque chose sur le feu. Ouais, j'étais en train de faire mon gruau du matin, puis je pense que j'avais mis le feu un petit peu trop fort. Je sais pas ce que ça va goûter tout à l'heure. Donc, j'aurais pu éviter de vous raconter l'anecdote, mais je vais finir par vous la dire, hein, pour pas vous faire comme trop attendre, non? Eh bien, ce qui est arrivé, si j'y vais directement au but, puis que je tourne pas en rond, c'est simplement que j'avais vraiment envie de pisser, en fait, pour parler en bon québécois. Et je n'ai pas pu me retenir ce jour-là.
dans la peau d'un jeune garçon qui a bien sûr pas envie de faire pipi dans son pantalon. J'étais dans le rang, j'avais une énorme envie de pisser. Et là, on sait comment c'est, hein? La logique punitive. Vous connaissez la logique punitive? Je sais pas si vous avez des catholiques, chrétiens ou protestants, whatever, des chrétiens un peu inspirés du, on dit judéo-chrétien, je sais pas, l'Ancien Testament. La punition, non, quand on fait quelque chose de pas correct, faut saisir ça sur le coup. Il y en a que dans l'ancien temps, c'était les tapes sur les fesses. Mais non, c'est pas correct, je pense que c'est illégal même. Faites pas ça à la maison. Mais aussi, de notre côté, par exemple, dans les rangs, je sais pas si on fait encore ça aujourd'hui. Hey là, vous parlez! Hey, on veut du respect! Mettez-vous tout droit puis bougez pas, comme des soldats, non? Est-ce que c'est comme ça qu'on drille les enfants aujourd'hui au Québec en 2020? Je sais pas. Mais moi, ce jour-là, il y avait des jeunes qui étaient un petit peu... qui avaient l'esprit à rire, j'imagine. Ils étaient un petit peu turbulents dans le rang. On est resté longtemps en tabarouette dans le rang. Puis moi, j'ai fini par faire pipi dans mes culottes, imaginez. Bon, fait que voilà l'histoire. Mais imaginez, c'est pas la joie quand on fait pipi dans ses culottes. C'est plutôt la honte, non? C'est là que ça m'amène à l'émotion de la honte. Je pense que c'est une des émotions les pires qu'on puisse vivre. Moi-même, quand j'ai appris à découvrir mes émotions, c'est, je veux dire, un hommage à Christina Nicolae, une Roumaine exceptionnelle qui m'a transmis l'apprentissage du théâtre. C'est grâce à elle que j'ai commencé mon processus pour mieux comprendre, mieux vivre mes émotions, dans le sens de les jouer au théâtre. Puis j'étais très intéressé à ce moment-là, j'avais peut-être 22, 23, 24 ans, à être moins divisé à l'intérieur, à plus vivre mes émotions, à moins les réprimer. Parce que j'avais l'impression, je savais que je réprimais beaucoup d'émotions, mais c'est comme si je ne comprenais pas comment ça se passait. Puis tout ça pour dire que merci beaucoup, Christina, d'avoir ouvert ce processus-là en moi. Il y a peut-être 15 ans maintenant, 14-15 ans. Puis ça m'a permis de faire un grand parcours. Parce que si je reviens à mon histoire, puis à mes premiers mensonges, si je peux dire, dans la peau d'un enfant, je pense qu'ils ont été causés par justement une émotion qui était trop forte, dont j'avais honte, puis j'avais peur de faire vivre cette émotion à l'autre personne, non? Qui était en l'occurrence ma mère, j'imagine. Plus on n'était pas tout seul à table, j'imagine, j'étais avec mon frère, ma soeur, à table. J'imagine que j'avais pas le goût qu'on rie de moi, je sais pas trop. En tous les cas, je vais arrêter de parler de pipi et d'enfants réprimés dans les rangs. Mais oui, c'est un très bon exemple. Ensuite, je pourrais vous parler de d'autres mensonges que j'ai faits. Mais bon, je vais me garder une petite réserve, je veux pas offenser personne. Et puis, vous me poserez des questions, je vais vous faire payer. C'est trop... là, je donne des informations gratuites comme ça, mais là, si vous voulez plus de jus, va falloir payer parce que le mensonge, ça se paie, non? Je veux dire, si je comprends bien comment la politique mondiale ou même locale fonctionne au Québec et depuis peut-être des générations, peut-être depuis l'Antiquité grecque, je sais pas, la démocratie est basée sur le mensonge, non? Dans le sens qu'elle reflète l'absence de mensonge, elle repose sur la circulation d'une information à laquelle tout le monde a accès, et parce qu'on a accès et qu'on est égaux, on est capable de prendre des décisions ensemble de manière consensuelle ou de manière autoritaire, de manière toutes sortes de démocratie. Hein.
que ce soit une démocratie représentative, que ce soit une démocratie de l'illusion, du mensonge, bon, il y en a de toutes sortes, démocratès, le pouvoir du peuple. Mais de quel peuple? De quelle vérité? De quel mensonge? Bon, je m'égare peut-être, mais je donne des exemples pour parler de qu'est-ce que c'est la vérité intérieure. Puis, si je reviens à moi-même, eh bien, dans d'autres circonstances, c'est un masque que j'ai porté en faisant du théâtre, et non pas des lunettes. Et puis, porter le masque m'a appris à être capable d'être vulnérable devant un public. J'ai été capable de pleurer en cachant une partie de mon visage, ce qui fait que je pouvais être vrai au même moment où je pleurais et que ça paraissait pas trop. Donc, je n'avais pas autant peur de faire pleurer les autres ou je n'avais pas autant peur d'être vu dans ma vulnérabilité. Dans un sens, c'est quelque chose, c'est un exercice dans lequel je me propose de me livrer à vous. Pas aujourd'hui. Non, non, c'est assez pour aujourd'hui. Ça fait déjà 22 minutes que je vous parle. Mes amis, ma famille, ou les amis de mes amis, ou les amis de ma famille, peut-être même des inconnus qui m'ont vu sur YouTube, Facebook ou whatever logiciel, quelque chose sur Internet. Attention, Big Brother nous écoute. Eh bien, je vais conclure. Je vais conclure parce que justement, je ne vais pas vous garder trop longtemps devant la caméra. Il y en a peut-être qui ont déjà... Mais de quoi il parle, lui? Qui ont déjà arrêté de m'écouter depuis un moment. Pour conclure, je veux simplement vous parler... En fait, c'est une invitation, c'est une initiative que j'ai envie de lancer dans ma famille. Mais aussi avec mes amis, justement. Et aussi, pas mais et aussi. Puis peut-être même un peu comme quand on brasse les cartes, brasser les règles du jeu, non? Souvent, la famille, c'est en famille, les amis, c'est entre amis. Moi, j'imagine que je peux dire que depuis une dizaine d'années, consciemment depuis 10 ans, j'ai travaillé à créer des ponts entre mes amis, entre eux, des amis de toutes sortes de groupes différents qui ne seraient pas nécessairement reliés. Puis aussi en déliant entre ma famille et mes amis. J'ai un grand rêve qui est un rêve d'humanité dans lequel la dimension de la famille dépasse la famille de sang. Puis qu'elle rejoint l'idéal de la famille choisie. Ce qui veut dire que la famille de sang va toujours demeurer, les liens de sang vont toujours demeurer les liens de sang, même si la famille est détruite. La famille choisie, c'est un petit peu la même chose. À partir du moment qu'on choisit vraiment une personne comme son frère spirituel, ou son frère, son camarade, ou sa sœur spirituelle, sa camarade, son ami. Ces liens-là demeurent pour la vie, même s'ils sont brisés, même quand la famille est brisée. Parce que la famille choisie, c'est quelque chose de tellement fort qu'on ressent quand on choisit de devenir une famille. Puis moi-même, ben, c'est ça, ça me fait même m'émouvoir de le nommer. J'ai beaucoup de personnes dans ma famille choisies. Je sais pas si
j'ai été choisi de la même manière, mais peut-être que oui, j'imagine que c'est quelque chose qu'on ressent, même si c'est pas nécessairement quelque chose qu'on nomme. Puis là, je vais pas me mettre à nommer des gens devant l'écran pour dire c'est qui ma famille, mais non. Il y a différents degrés dans la famille. Puis bon, il y a peut-être les frères, les sœurs, père, mère, grand-père, grand-mère, amoureux, amoureuses, les personnes les plus directement proches de soi-même, puis les personnes qui sont les cousins et cousines, la famille éloignée, ou c'est la même chose dans la famille choisie que dans la famille de sang, dans les liens de sang. J'imagine que ma famille choisie, ma famille de sang, pour moi, rejoint mon idéal personnel, rejoint l'idée de la nation, l'idée de la communauté vivante, même des citoyens du monde, de tout le monde. Je dirais même que, ça rejoint, ça inclut les animaux de la terre, ça inclut les arbres, ça inclut les êtres invisibles, si je peux dire. Que ce soit les bactéries, les virus, ou que ce soit les autres, ceux qui nous font tant peur parce qu'ils sont invisibles et inconnus, et que c'est beaucoup trop ésotérique de parler de ça. Non. Donc, I'll drink to that. Je suis rendu un petit peu plus loin. J'ai pas encore terminé ma proposition, mais j'y arrive. J'ai été un petit peu ému pendant un moment. D'ailleurs, c'est un signe de la vérité intérieure qui s'exprime. Pas besoin que quelqu'un pleure pour comprendre qu'il dit la vérité, non. D'ailleurs, si on réprime une émotion, on exprime la vérité aussi, non? On exprime la répression. C'est ça qui se passe. I'll drink to that. Là où je l'en venais avec tout ça, mon initiative, mon invitation très précise, si vous êtes toujours là à 27 minutes 30, eh bien, c'est que dans ma vie, une des choses les plus importantes que j'ai vécues, dans ma famille choisie, principalement, je pourrais dire au sein de l'Université de la Terre à Montréal en 2010, 2011, 2012, au sein de l'AYU, du réseau de l'AYU, la solidarité bolivarienne exprimée à l'époque à Montréal, 2010, 2011, 2012, quand moi je l'ai rencontré. L'AYU existait avant ça. Dans d'autres groupes, peut-être dans les groupes des campements autogérés, campements québécois de la jeunesse, dans les années 2000. Dans des groupes démocratiques, même de démocratie étudiante, syndicalisme étudiant, comme dans l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, quand j'étais au cégep, début de l'université, C'est des groupes dans lesquels j'ai participé à des cercles d'écoute. Des cercles d'écoute dans lesquels on peut se permettre d'être vulnérable, de parler de nos émotions, de parler des choses difficiles, de parler de nos contradictions, même dans un espace autocritique aussi, par exemple. Être capable de prendre conscience de certaines choses, de les nommer, puis de les partager, de ne pas rester seul avec ça, d'être capable de partager notre espace de vulnérabilité. Donc, ce sont des exemples. Puis je dois dire aussi, j'en profite pour le nommer, parce que c'est sûr que beaucoup des inspirations, des sources de ces expériences-là que j'ai vécues proviennent de sources ancestrales oubliées, non? Dans le sens que quand on dit que l'histoire est récente, la préhistoire est plus ancienne, on dit ça, mais c'est pas une expression. Mais bon, on se comprend que si on considère que l'histoire existe depuis 2000 ou 4000 ans, puis qu'avant c'était la préhistoire, la roue a été inventée durant la préhistoire, non? Les cercles de parole, c'est pas récent. Puis quand on y pense, il y a sûrement les traditions
blanches, des cultures blanches, en Europe, ancestrale, des traditions celtiques ou autres, dans lesquelles il y avait des cercles. Il n'y avait pas juste des cercles de menhirs, comme dans Astérix et Obélix. Il y avait sûrement des cercles d'écoute aussi. Des cercles de femmes, des cercles de sorcières, des cercles de druides, des cercles de whatever, des cercles autour d'une table, en train de manger. Toutes sortes de cercles. Peut-être même dans l'église, peut-être même dans les sectes, je ne sais pas. Les cercles d'écoute et de parole, je veux dire, j'imagine que ça date d'une tradition immémorable. Tout ça m'apporte à parler des communautés autochtones, parce qu'on est en territoire. Ici, je suis à New York City. Je salue mes amis, ma famille à Montréal, au nord. On est sur le même territoire. Il y a une frontière construite de main d'homme. Une frontière coloniale. Inventée, le fruit de notre imagination. C'est pas une frontière imaginaire dans le sens que quand il y a des barbelés, ou si on voit la frontière du côté du Mexique, une frontière à laquelle on peut se faire fusiller, c'est pas imaginaire, hein, c'est une frontière militarisée. Et cette frontière-là est imaginaire parce qu'elle dépend de notre imagination. Un jour, je le crois, au moment où l'humanité est en train de vraiment perdre confiance en elle, de perdre son pouvoir d'humanité. Qu'est-ce que c'est l'humanité? Qu'est-ce que c'est être humain? La nature humaine, bonne question. Aujourd'hui, pour avoir la meilleure réponse, on dirait qu'il faudrait demander à un robot, non? Qu'en pensez-vous, mon cher Remo? Qu'est-ce que la nature humaine? Bon, s'il vous plaît, demandez-moi. Qu'en pensez-vous, mon cher Renaud? Qu'est-ce que la nature humaine? Qu'est-ce que l'humanité? Je vais vous dire ce que j'en pense. L'humanité, c'est être vrai avec soi-même, d'être connecté à chacune des parties de soi-même, d'être capable d'être à l'écoute, de créer des ponts énergétiques à l'intérieur de nous-mêmes, de la même façon qu'on ferait des ponts entre les générations. Puis entre les cultures du monde entier. L'humanité, si l'humanité se voit comme étant la race supérieure par rapport à tous les autres êtres, les animaux, bon, disons, les êtres roches, hein, le minéral, les êtres arbres, le végétal, toutes les autres formes de vie, si l'humanité c'est d'être supérieur aux autres, je débarque! Je débarque! Pas je débarque dans le sens wow, hey, je m'en vais, je pars du train, allez-vous-en, l'humanité, dans votre train, défoncer le fond du monde, tu sais. Non, je débarque, hey, yo, qu'est-ce qui se passe dans ce train-là? Ça n'a aucun sens. Réveillez-vous, les amis. Croyez-vous vraiment qu'on est le fruit du monde? Qu'on est la chose la plus évoluée? On est le virus le mieux organisé. Comme, qu'est-ce que l'humanité, non? L'humanité, c'est le pouvoir qui est en nous d'être meilleur puis d'être relié. Reliés les uns aux autres. Dans une conscience verticale, dans une conscience horizontale. La verticalité des générations qui se succèdent. On peut imaginer chacun de nos ancêtres, sur nos épaules. Mettez votre père ou votre mère sur vos épaules pour la transporter. Si elle commence à faiblir, elle a besoin d'aide. Imaginez un ancêtre qui a besoin d'aide. Imaginez cet ancêtre-là a un ancêtre
mon grand-père, ma grand-mère, sur les épaules de ma mère, de mon... On toucherait la lune en mettant nos ancêtres sur nos épaules. On peut imaginer que peut-être que nos ancêtres sont en dessous, non? Sont retournés dans la terre. On irait jusqu'au fond de la terre, en pleine fusion. L'humanité, c'est se connecter avec son passé et son futur. Le passé de l'humanité et notre futur qui est la même chose, qui est le présent vivant, le présent qui se transforme. Non? Tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est de qui? Bon, je ne me rappelle même plus. On dirait que c'est une base de notre civilisation. Ben, c'est peut-être vrai. Je sais pas. J'y crois dans un sens. J'y crois. Peut-être même que je crois à la réincarnation. Ça, c'est une question spirituelle, ésotérique assez intéressante. Parce que d'abord, il faut se demander, est-ce que même l'âme existe? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? Ce sont des questions métaphysiques qui ont été accaparées par la religion, par le religieux autoritaire, par la religion catholique du Vatican de Rome, qui n'est pas toute sainte, ma parole, qui n'est pas toute sainte, le Vatican. Lavez-vous de vos péchés. Wouh! Non, mais sérieux, quel traumatisme que l'Église. Il y en a encore qui prient le bon Dieu, si je peux dire. Salut! Je veux pas du tout être non respectueux envers vous. Puis en même temps, ben justement, le Dieu intérieur, non? Ben c'est ça, l'humanité. C'est de comprendre qu'on a une forme de toute puissance à l'intérieur de nous, que cette toute puissance-là est reliée à toute l'humanité, puis à toutes les formes de vie. Il est temps qu'on trouve notre place. Notre juste place en tant qu'humain sur la Terre. J'ai dévié. Quand je suis venu à parler de l'humanité, je voulais parler des Premières Nations. Les Premières Nations du territoire de la Tortue. Nous sommes en territoire non cédé. Peut-être certains ont été cédés. Ce sont des exceptions sur un immense territoire qui est celui de la Tortue. Qu'on pourrait voir dans un sens Canada, États-Unis, Mexique. Un seul territoire, le territoire de la Tortue. Mais est-ce que je me trompe? Le territoire de Abya Yala. Quand les communautés autochtones du nord, du milieu et du sud se sont rassemblées pour s'entendre sur un terme qui représenterait l'union de leurs croyances par rapport aux traditions ancestrales, ils ont déterminé un nom pour exprimer ce qu'on nomme en français comme la mère terre, le concept de la mère terre qu'on pourrait, comme le dieu féminin si on pourrait dire, d'où l'on provient. Quand j'ai appris personnellement, quand je me suis intéressé aux communautés autochtones, on pourrait dire qui vivent sur le territoire du Québec. Mais non! Tchic, tchic, tchic. Tchic, 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 tchic. Non. Nous,
les Blancs qui sommes venus, nous, tous les autres, tous les colons, tous les immigrants, et nous sommes venus en territoire de la Tortue. Sur quelle terre sommes-nous venus? Est-ce qu'on connaît seulement le nom de cette terre-là? Son nom n'est pas Québec, son nom n'est pas Canada, son nom n'est pas United States. Vérité intérieure, United States, qu'est-ce que c'est ça? Quelle contradiction! Salute to that! Les Nations Unies. Incroyable, les États-Unis. Unis par les liens. Par quoi? Par le génocide? Par quoi? Par le mensonge? Un grand mensonge. On est unis malgré nous dans un grand mensonge. Je dis malgré nous parce que je connais beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, qui sont unis malgré eux, qui n'ont pas choisi ça. On est né dans un grand fiasco, une pièce de théâtre intergénérationnelle qui continue. Ça va faire bientôt depuis, whatever, plus que 500 ans, non? Un grand fiasco. Un fiasco incroyable, génial, non? Wow, regardons où est-ce qu'on en est venu dans le progrès humain qui nous amène jusqu'à la cybernétique. C'est vraiment génial. Salute to that! Rendez-vous sur Mars, les amis. Mais pas avant. Pas avant d'avoir rétabli les frontières naturelles, les frontières réelles du territoire de la Tortue. Pas avant d'avoir établi pas avant d'avoir rétabli les liens humains qui vont nous permettre de vivre dans l'amour, dans la paix et dans l'harmonie sur la planète Terre. Sur la planète Terre. Il n'y aura pas de colonisation de la planète Mars avant qu'on ait rétabli les liens ancestraux de confiance